En opposition avec les États arabes, l'ONU approuve le plan de partition de la Palestine. Avec 33 votes pour et 13 contre. La carte de gauche montre la part des terres juives sous le mandat britannique de 1942. Les zones foncées indiquent les régions occupées par les Juifs. Les zones en blanche, les terres arabes. Le principal centre de l'implantation juive se trouve sur la côte surtout, entre Tel Aviv et Haïfa, Acre, le long du chemin de fer du Hedjaz et la vallée supérieure du Jourdain, ainsi que le Liban. À cela s'ajoute le centre de Jérusalem. La carte au centre montre le plan de répartition de l'UNO de 1947. Les zones foncées indiquent celles occupées par les Juifs. Celles en clair, l'État arabe. Jérusalem est une enclave internationale, sous le contrôle de l'ONU, au centre du territoire arabe. La démarcation suit essentiellement le tracé des zones de peuplement juif, mais inclut quelques territoires arabes dans l'État juif. La carte de droite montre l'État d'Israël selon les frontières de 1948, qui ont été tracées à partir des lignes de cessez-le-feu après la première guerre israélo-arabe. Le délégué américain Johnson expose la nouvelle politique de son gouvernement. Les États-Unis ont choisi le plan de la partition comme la seule solution pratique. Le plan adopté prévoit 2 États indépendants. Un arabe et un juif. Et Jérusalem comme zone internationale. Économiquement, l'ensemble devait rester uni. Dans la période de transition, une force policière de l'ONU est présente pour la sécurité interne. Un délégué juif annonce la décision du nouveau Conseil national juif en Palestine, jusqu'au 16 mai 1948 de former un gouvernement provisoire. Impassif, le délégué soviétique Andrei Gromyko écoute. L'Union soviétique a déjà montré son soutien pour le droit des Juifs à s'établir en Palestine. Sans l'approbation de l'Union soviétique, la décision de l'ONU n'aurait pas été approuvée. L'exécutif juif certifie que l'État juif collaborera avec les États arabes voisins et d'établir des relations contractuelles permanentes, ainsi que de renforcer la paix et de soutenir le développement économique du Moyen-Orient. Le peuple juif tend sa main pacifique au peuple arabe et demande aux représentants de la population arabe de l'État juif de prendre la place qui leur revient au sein des institutions et des agences gouvernementales. The development of all the countries of the Near East. The Jewish people extends the hand of peace to the Arab people and invites representatives of the Arab population of the Jewish state to take their rightful place in all its organs of government. Au cours de la retraite progressive des Britanniques, les deux adversaires s'élancent dans une offensive. Les milices juives ont initié des avancées locales pour élargir leur territoire. Ils ont non seulement conquis divers territoires comme Tibériade et Safi en Galilée ou Haïfa sur la côte, mais aussi des villes arabes comme par exemple Jaffa. Un événement sans précédent et tragique fut l'attaque par une groupe de juifs extrémistes sur le village arabe Deir Yassin. Le 9 avril 1948, qui n'a pas été documenté. Les 150 habitants ont été tués. Le raid était un attentat calculé et planifié, qui devait conduire à la fuite des Arabes vers les zones côtières. Les leaders politiques ont condamné cette attaque. Mais cela n'a pas changé le dénouement. Les Arabes ont fui. Le 14 mai 1948, à Tel Aviv, Ben Gourion déclare l'indépendance. Et c'est en vertu des droits historiques et naturels du peuple juif et de la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, que nous proclamons ici la création d'un État juif en Palestine, qui s'appellera désormais Médina Israël. L'ancien drapeau du sionisme flotte pour la première fois sur Tel Aviv en tant que drapeau d'Israël. Pour les Juifs de Palestine, ce jour, qui est inscrit dans le calendrier juif comme le 5e Iyar de l'année 5708, est le jour de fête nationale. Mais ce que Ben Gourion a écrit, 3 ans auparavant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, s'applique également à lui. Tu ne dois pas te réjouir, Israël, ni dois-tu te glorifier comme les autres. Alors que les combats continuent à travers le pays. Le Haganah, dorénavant l'armée d'Israël, s'arme pour la guerre contre la menace d'invasion des États arabes.
La première parade officielle devant Ben Gourion est en réalité déjà le défilé de l'armée pour la campagne, afin de défendre les territoires du nouvel État. Dans la nuit du 15 mai, 5 États arabes lancent une offensive pour occuper la Palestine. L'armée de l'air égyptienne bombarde Tel Aviv. Toutefois, les destructions ne sont pas importantes. Les menaces contre Tel Aviv ne viennent pas simplement des airs mais depuis le sud, le long de la route côtière, par où l'armée égyptienne progresse. La Légion arabe de Transjordanie est la meilleure force arabe. Elle traverse le Jourdain en direction de Jérusalem, pour conquérir l'ensemble de la ville. La bataille pour Jérusalem pour les Juifs est le nerf de la guerre, car près de 100 000 Juifs y résident. Un quart de la population coupée des campagnes environnantes. Mais l'issue de la bataille reste ouverte. Les Israéliens maintiennent leur position, dépouillant leurs quartiers et se battant pour dégager un étroit couloir vers Tel Aviv. Les Jordaniens tiennent la vieille ville et Jérusalem-Est. La ville reste divisée jusqu'à la guerre de 1967. Les combats entre Israéliens et Jordaniens constituent les assauts majeurs de cette guerre, en plus des opérations visant à repousser l'offensive égyptienne sur Tel Aviv. Golda Meir arrive en Amérique pour faire campagne en faveur d'Israël. Les Juifs se réjouissent de la reconnaissance par les États-Unis et sont remplis de joie à l'idée que les Juifs peuvent désormais venir dans l'État d'Israël, sans que personne ne se mette en travers de leur chemin. Et nous sommes convaincus que cette guerre se terminera très rapidement. Surtout si, par exemple, les États-Unis étaient prêts à lever l'embargo sur les armes et les Juifs obtiendraient toutes les armes dont ils ont besoin. Dans un premier temps, la guerre se poursuit. Les premiers avions de chasse israéliens interviennent dans les combats. Ces attaques contribuent également à l'exode de la population arabe. Les troupes israéliennes, qui avancent, occupent des localités arabes. Bientôt, ils contrôleront une large partie du territoire le long de la côte et toute la Galilée. C'est dans les villes que les combats de rue durent le plus longtemps, comme à Jérusalem. À leur grande surprise, les 5 États arabes Égypte, Jordanie, Syrie, Irak et Liban, avec leurs armées régulières bien équipées, se retrouvent en échec par les forces israéliennes. L'ONU supervise le cessez-le-feu indéfini entre Israël et les États arabes. La guerre est terminée après 20 mois. 1% de la population de 1949 a péri. Mais la paix n'a pas eu lieu. Les Arabes n'ont pas reconnu l'existence de l'État d'Israël, ni ses frontières. Ils maintiennent également l'état de guerre. Les Nations Unies passeront les 25 prochaines années à essayer de maintenir et soutenir le fragile cessez-le-feu. Des membres de l'ambassade soviétique rendent visite au président Weizmann pour leur première réception d'État après la fin de la guerre. Moscou voit dans l'État juif un contrepoids face aux monarchies arabes traditionnelles. Le retour au pays du défunt Herzl, qui avait proclamé l'idée de l'État juif, est le symbole de la victoire dans la lutte pour la nation et de la patrie historique. Mais le vieux pays reste divisé. Du côté arabe, le prix de la lutte pour la Palestine, qui continue de durer, est la misère pour les réfugiés et les personnes déplacées. Ils ont perdu leur terre historique et traditionnelle. En plus de leur droit à l'autodétermination et à un État national. Environ la moitié des 700 000 Arabes de Palestine occidentale sont restés dans le pays. L'autre moitié vit dans des camps au-delà des nouvelles frontières. Les États arabes et les nationalistes palestiniens les utiliseront pendant des décennies pour justifier leur état de guerre et leur hostilité politique à l'égard d'Israël.